Le peuple est évidemment au cœur de l'éducation populaire, mais il n'est pas forcément défini dans la tradition de l'éducation populaire française, c'est-à-dire qui commence à la fin du XIXe siècle par l'action de grandes associations laïques ou confessionnelles et relayées par l'État, au moins par une sorte de délégation implicite confiée aux associations laïques à l'époque. Disons que là, la notion de peuple, elle est interclassiste, d'une part, pas très définie, et surtout liée à l'école primaire. Le peuple, en gros, c'est les personnes qui vont par destination à l'école primaire et dont la culture a besoin d'être complétée ou confortée au sortir de l'école par des actions extrascolaires, qu'on appelle à l'époque péri- ou post-scolaires. Donc c'est ça qui définit l'éducation populaire. Très vite, il y a cependant, je dirais, des tensions autour de cette notion de peuple à travers d'autres œuvres comme les universités populaires et surtout les bourses du travail qui se situent pour les bourses du travail dans une optique d'éducation ouvrière, cette fois qui est plutôt fondée sur l'autonomie ouvrière et non pas le rassemblement du peuple et le rapprochement des classes. Pour les universités populaires, je dirais, c'est surtout la question peut-être de l'égalité entre les apprenants et les enseignants qui au moment de l'affaire Dreyfus créent ce mouvement, que se pose, qui est explicité cette question. Elles se définissent comme des associations d'égaux volontaires, ce qui se rapproche aussi de ce qu'étaient les cercles d'études chrétiens, par exemple, dans la tradition de Marc Sangnier. Mais on s'aperçoit que justement, il y a débat, parce que beaucoup de ces œuvres échouent par manque de prise en compte, peut-être, de l'expérience préalable des travailleurs, des ouvriers à qui elles veulent diffuser le savoir ou la culture. Donc il y a très vite des discussions. Cette expérience des universités populaires va être d'ailleurs extrêmement importante dans je dirais les réflexions ultérieures, les réflexions qu'elles suscitent pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Donc on va justement mettre en avant cette idée que les méthodes pédagogiques sont spécifiques à l'éducation populaire, que les méthodes pédagogiques doivent s'inspirer de la vie, doivent renvoyer à l'expérience des travailleurs et on arrive, si on saute un certain nombre d'étapes, par exemple au manifeste de Peuple et Culture en 1946, qui à la fois, tout en développant une optique unanimiste et diffusionniste de la culture, il n'y a qu'une seule culture, va néanmoins essayer de rattacher ça à la vie du peuple, de dire que simultanément la culture doit être une création collective. Et donc là, il y a deux versants. Il y a le versant diffusion et le versant un peu création collective de la part du peuple. Bon, alors je dirais que pour aller très vite, naturellement, cette vision dans les années 60-70 me semble confrontée à de nouveaux remaniements. Alors l'éducation populaire devient à ce moment-là plus ou moins, ou se superpose à l'animation socio-culturelle, l'éducation permanente, et là les notions d'éducation populaire, de culture populaire, qui ont eu un grand succès, s'infléchissent un peu. Je dirais que d'une part, le peuple tend à devenir le public de la culture, des associations, et le public, c'est aussi le non-public, c'est-à-dire on s'aperçoit à ce moment-là qu'il y a toute une part de personnes à qui ces institutions sont destinées, qui n'y viennent pas, les excluent de la culture. Bon, et donc ça pose
un certain nombre de nouveaux questionnements aux militants de l'éducation populaire. Et puis d'une part, le thème des cultures populaires ou de l'éducation populaire devient objet d'histoire. Et devient aussi objet de travaux universitaires qui, par exemple, ethnologisent le sens du mot culture populaire. Et donc, on parle de moins en moins de la culture populaire, mais des cultures populaires, culture ouvrière, culture paysanne, culture régionale, par exemple. Et donc, ça peut vouloir dire que ces cultures populaires sont maintenant objet d'études, mais aussi que se relancent à partir de là des mouvements de revendication culturelle qui, je dirais, contestent les modèles dominants, les modèles de diffusion des savoirs et refusent finalement une forme d'inculcation culturelle.